Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau Café Presse autour de cette table. Tous sont là. Mounir Boudjmaha. Bonjour. Abed Cheref. Bonjour. Khaled Rani. Bonjour. Saïd Jafar. Bonjour. El Khadi Hussein. Bonjour. Bonjour messieurs. Comme d'habitude, on va faire un petit tour rapide sur l'actualité qui vous a marqué. On va faire le même tour. Mounir, en un mot. L'image plutôt, celle de Abdelkarim Belhadj, un des terroristes organisateurs de l'Al-Qaïda en Libye, assis dans un salon à Djen Meter. Ouais. Abed. Pour moi, c'est les révélations de Zouiwesh sur le gisement de Hassirmal. Il dit que des quantités qui représentent en gros 450 milliards de dollars risquent d'être perdues à jamais à cause de Shakib Khalil. On peut juste ajouter qu'il l'a dit sur Radio M. Voilà pour la précision. Khaled. Le livre de Abdelrahman Barouane sur l'histoire du Malg, c'est peut-être, c'est pas le premier livre, mais c'est celui qui raconte le plus les dessous du Malg pendant la guerre. La même chose qu'Abed, les déclarations de Zouiwesh sur Hassirmal. Et je pense que c'est l'argument le plus lourd jamais avancé depuis le début du débat sur le gaz de schiste, c'est l'argument technique le plus sérieux pour dire arrêtez de perdre du temps ailleurs, sauvez ce que vous avez entre les mains. Pour rester dans la même veine, cette semaine a décollé l'avion solaire qui s'apprête à faire le tour du monde. C'est un aiguillon vers l'avenir. Un avion qui tourne autour du monde avec le soleil. C'est curieux, mais c'est un truc que je suis avec émerveillement. Je suis moi-même étonné de la manière dont je suis cet avion. C'est fabuleux. C'est incroyable. Oui. C'est curieux quand même parce que ici, autour de cette table, vous avez tous insisté pour parler des femmes, ou presque, ce matin. Donc, permettez-moi de commencer quand même pour dire que, rappelez déjà cette loi criminalisant la violence faite aux femmes, ça a fait débat, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de critiques aussi. Alors, moi, je voudrais quand même soulever une chose parce que c'est plus que ce que j'attendais. Vraiment, c'est plus que ce que j'attendais. Je parle de la pénalisation du harcèlement de rue. Ça, c'est une violence, c'est quand même extraordinaire. 1 an jusqu'à 20 ans de prison, donc c'est selon la gravité de la chose parce que dehors, on ne peut plus me dire, moi, femme, m'insulter ou me harceler. C'est quand même extraordinaire. C'est effectivement plus que ce que j'attendais. Ça pose la question après de savoir... une loi comme celle-là, assez moderne, aussi moderne, en face d'une société qui a beaucoup régressé ces derniers temps, je m'interroge en tout cas sur l'application après de cette décision. Voilà, ça c'était pour amorcer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vois Abed qui a envie de relever. Est-ce que je peux parler, celui-là Moi, je considère qu'il y a une très grande hypocrisie concernant la défense des droits des femmes en Algérie. Je pense que le président de la République a toujours sur cette question manqué de courage parce qu'il lui aura fallu 16 ans de pouvoir pour oser faire les amendements qu'il faut, alors que les Tunisiens l'ont fait en 1956, que le roi Mohamed VI l'a fait en 2002. Ça veut dire, oui, mais il a fait en 2002 ce que les Algériens n'avaient pas fait. Je me rappelle des premières années du mandat de Bouteflika où il disait « Je ne suis ni Dieu ni le prophète pour pouvoir faire des amendements qui puissent choquer un peu la société conservatrice algérienne. » Donc, il aura fallu attendre 16 ans pour qu'il y ait des amendements. Depuis 2005. Voilà. Pour qu'il y ait, 16 ans avec les nouveaux amendements, ceux de l'harcèlement sexuel notamment, et ceux qui ont été annoncés le 8 mars. Et ce sont des annonces que certaines organisations féministes considèrent aussi comme insuffisantes. Oui, on peut en parler, mais ça pose en tout cas la question de savoir, le président de la République, on l'attendait sur cette question du 8 mars, en tout cas nous les femmes on l'attendait sur cette question du 8 mars. Ça vous a interpellé plus que ça, vous, par contre? Moi, ce qui m'a interpellé, c'est de voir que sur une révision du code pénal aussi modeste que ça, il y ait eu autant de réactions hostiles. C'est ça la chose la plus importante à relever. Et moi, j'ai vu les plus actifs à l'APN, c'était les islamistes, dans le MSP. Qui ne sont pas des radicaux, hein, rappelons-le.
Enfin, qui est présumé modéré. Bon, il est modéré au sens politique, mais pas au sens des questions de société. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est de voir que le MSP, dans le cadre de la CNLTD, au risque de déplaire à Yassine, ce n'est que lui qui s'exprime sur ce sujet. Les autres partenaires de Mokri à la CNLTD se sont mis aux abonnés absents sur cette question. Qu'ils puissent y voir une manœuvre de Bouteflika pour créer des problèmes à la CNLTD, à la limite, ils auraient raison. Mais sur le fond, il aurait pu dire que c'est une révision modeste, qu'il faut la soutenir, quelle que soit la situation. Et c'est ça qui était très gênant. Saïd, tu en veux plus au RCD et aux autres formations politiques, Bien ne sûr. pas s'être prononcé, plus qu'au MSP Moi, le MSP ne me surprend pas. Il a joué aux démocrates pendant très longtemps. Aujourd'hui, il s'adresse à ses troupes. Et dans une lecture très littéraliste de la charia et du Coran, il fait une lecture très serrée et il s'adresse à ses troupes, aux islamistes, point. Sur cette question, Mokri n'est ni démocrate, c'est un islamiste, et même borné, totalement borné. Il a fait tout un texte que j'ai lu, il a balancé sur Internet, en disant, oui, le bon musulman ne devrait en tout cas jamais frapper sa femme, mais comme c'est écrit quelque part qu'on peut frapper sa femme, voilà, donc, et dans le cas où il faut frapper doucement. En fait, en réalité, un bon musulman ne frappe pas une femme. C'est ça la réalité. Ouais. Une réaction, Abed? Écoute, moi, je trouve que c'est une loi qui est contre-productive. Je pense qu'elle est inutile. Je pourrais dire pourquoi si on doit en discuter. Oui, oui. Et je dirais aussi que c'est une posture. Ce n'est pas une position politique, ce n'est pas un choix politique du président. Nous sommes face à un pouvoir qui a envie de séduire pour acheter la paix sociale, utiliser tous les moyens qu'il peut. Avec ça, il estime qu'il peut acheter une frange de la société. Donc, il publie un texte qui n'a strictement aucun effet. C'est-à-dire aucun effet, c'est-à-dire difficilement applicable ou ça n'a pas d'effet C'est pas applicable, ça. C'est pas applicable. C'est comme l'article 88 de la Constitution. Pourquoi? Ce n'est pas applicable. Lisez les textes, essayez de voir quelles sont les procédures pour appliquer les textes. Vous savez qu'il y a une loi en Algérie qui dit que si on traverse hors des clous à Alger, on paye une amende. Bon, c'est une loi qui a été votée par le Parlement algérien. C'est totalement inapplicable. Et donc, je dis c'est contre-productif quand un pouvoir qui n'a pas les moyens de mettre en place de vrais mécanismes pour appliquer ses décisions et ses lois, et qu'il publie des textes, même s'ils sont intéressants, ils se banalisent et ils meurent, ils se délitent, ils disparaissent. Est-ce que, excuse-moi, Abed d'insister, mais selon toi, il faut c'est le problème législatif, c'est une question de législation, c'est-à-dire les textes après pour appliquer cette loi ne sont pas là, ou est-ce que tu as des craintes par rapport à la société et à la régression de la société par rapport à une question comme celle qui est évoquée? Non, ce sont des lois inapplicables. Ce sont des lois inapplicables. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec Chel. Il me semble trop catégorique sur ça. C'est vrai qu'il y a deux attitudes à avoir sur cet amendement. On dit que le pouvoir fait de l'esbrouf, il essaie de donner une image. C'est vrai. Mais d'un autre côté, une loi, une fois qu'elle est promulguée, peut servir, quel que soit X, même dans une situation aussi fermée que l'Algérie. Il ne faut pas désespérer. Il y a des juges femmes en Algérie. Il y a de plus en plus de juges femmes. Et cette loi pourra avoir de l'effet. Moi, par contre, ce que j'ai trouvé de mauvais dans cet amendement, c'est bien la clause du pardon. C'est une clause qui, elle, peut annuler les effets parce qu'elle permet aux familles d'exercer des pressions. Parce que, en fait, le centre du débat, ça a été la violence conjugale. Oui. Parce que sur le harcèlement dans la rue, personne n'est contre. Je vais dire une chose qui est très simple. Il vaut mieux avoir une mauvaise loi qui est appliquée plutôt qu'une bonne loi qui n'est pas appliquée. Je pars de ce principe pour dire que ces textes ne servent à rien. Et rien ne dit qu'elle sera pas appliquée.
Comment ça? C'est à la pratique des juges, des tribunaux. Ce sont des questions qui n'ont rien à... Ce n'est pas de la politique au sens pur. Ce sont des questions... Tu as un amendement dans le code pénal qui est passé et tu as une pratique dans les tribunaux qui va dépendre, elle, du travail des gens, des juges. Ce n'est pas simple. On ne peut pas tirer d'un seul trait et dire que c'est une loi qui ne sert à rien. Oui, Mounir. Au-delà de l'aspect intérieur, moi j'ai quelques petites remarques sur l'impact que ça a. Peut-être qu'au niveau intérieur, ça n'a pas d'impact, mais vu au niveau international, les droits des femmes, la position de la femme dans une société est un indice de développement très important. Et venant d'un pays arabo-musulman, hein, c'est quelque chose qui impacte beaucoup la communauté internationale. Sur ce plan-là, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Khaled. Bouteflika a toujours creusé ce sillon par rapport aux femmes, c'est-à-dire au-delà de l'aspect électoral, où on sait très bien qu'il est assez à côté dans l'électorat féminin, c'est le fait qu'il a toujours privilégié cette question pour l'image. C'est-à-dire, on l'a vu, avec l'APN qu'on a, par exemple, avec le Parlement qu'on a, il y a une représentation de presque 30% de femmes. C'est la première fois que ça se fait. Après, si on examine dans le détail un peu la qualité, est-ce que c'est des femmes qui sont formées? Il y a un problème de formation des députés femmes, même des députés hommes. Oui. Mais aussi, oui, mais non, c'est bien mais de ça, préciser. c'est pas sexiste, mais pour dire aussi qu'on a fait ça dans l'urgence, essayer de trouver des femmes parlementaires et d'avoir ce quota, j'allais dire, de femmes qui est en train de... On a fait un tri. On a fait un tri. On fait Voilà. un tri. Non, Les c'est nommés aussi. Hein? Au Sénat, il y en a beaucoup qui ont été nommés et non élus. Exactement. Donc à partir de là, il y a toujours ce souci de donner une image à l'international qui est celle d'un président progressiste. C'est quelqu'un qui réforme, surtout sur la question des femmes. Pour ça, je reviens à une petite anecdote avec Hillary Clinton. Quand elle était secrétaire d'État du département d'État, elle est venue ici lors d'un dîner au Palais des Nations. Elle l'a vivement félicité pour les réformes qu'il a faites sur cet aspect-là. C'est-à-dire que quand ça impacte la communauté internationale, il ne faut pas oublier que la diplomatie, c'est son dada. Tu crois que ça a été fait dans ce sens, que ça a été fait Non, plus dans ce sens que dans le souci d'améliorer les mœurs? Qui ont fait le reproche, qui ont dit qu'on est en train de travailler sur un agenda étranger. Ça a été dit. C'est pour ça que je dis que ça impacte beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et le deuxième point où je rejoins Abed sur un plan, c'est qu'on va à l'infiniment petit. On parle de l'article de loi où une femme se fait agresser. Est-ce qu'une femme peut aller déposer plainte actuellement? Comment ça va se faire? C'est ça qui est la grande question. C'est-à-dire, est-ce que, avant même d'appliquer la loi, est-ce que dans l'institutionnel, est-ce que dans un commissariat de police, on accepte une plainte d'une femme parce qu'elle s'est faite agresser? On est très très loin. Verbalement, là, ça va être encore plus difficile. Déjà physiquement, c'est très difficile d'imposer ça, alors verbalement. Quand il n'y avait pas cette criminalisation, c'était exclu. Aujourd'hui, il peut y avoir des femmes qui iront au commissariat déposer plainte. Là, ça est, tu es en train de répondre à Abed. Moi, je pense que c'est évident que c'est une avancée sur le plan juridique, il faut la saluer comme telle. Et j'ai pas trouvé beaucoup de femmes pour dire non, on n'a pas besoin de ça. De toute façon, on sait que ça va pas être appliqué. C'est vrai qu'il y a des avancées par ailleurs qui n'ont pas été appliquées, notamment la question du tuteur en 2005. On demande encore dans beaucoup de régions d'Algérie que ce soit le père qui soit le tuteur, alors que la loi stipule clairement que la femme peut choisir librement. Et la puissance parentale au commissariat, quand on veut donner une autorisation de sortie pour un enfant mineur, souvent on exige la venue du père alors que la mère a cette puissance parentale. Donc de ce point de vue-là, ne pas appliquer, je pense qu'on est au-delà. La vraie question, en fait, ce débat, je pense que nous l'avons parce qu'il y a un malaise. On a l'impression que ce n'est pas... Je vais vous dire. Si demain le gouvernement décide d'un moratoire sur le gaz de schiste, tout le monde va penser que c'est le fruit, c'est la victoire de la mobilisation des gens du Sud. Aujourd'hui, on a du mal à croire, à penser que ces nouvelles avancées juridiques des droits des femmes, il va peut-être y en avoir une avec les conditions du divorce, on a du mal à penser que c'est un acquis du mouvement des femmes. On a du mal à penser parce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a une grande mobilisation. D'où toutes ces
supputation sur des jeux politiciens, etc. Voilà. C'est de là que ça vient. Est-ce que c'est, entre guillemets, un cadeau du président devant une société et une dynamique féminine qui n'est pas suffisamment forte pour arracher cela? Devant une dynamique tout court qui n'est pas forte. Il faut se rendre compte que l'Algérie a un problème de la relation avec la loi, pas du contenu de la loi. Ce n'est pas le contenu de la loi qui est important. Nous sommes un pays qui vit en dehors de la loi, en dehors de la Constitution. Et donc, on a tendance à élaborer de beaux textes et de les publier et de continuer à vivre comme avant. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et pourquoi je dis que c'est contre-productif? Parce qu'il y a de bonnes idées dans ces lois qui risquent de mourir, d'être galvaudées. C'est pas tout. Et si... Raïs Mboulihi est le gardien de l'équipe nationale parce que sa mère algérienne mariée à un Congolais a pu transmettre sa nationalité à son fils. Ce n'était pas possible avant une avancée juridique. Donc, voilà. Donc il faut y croire. En fait, voilà. C'est ça. Il faut y croire. Tu cites un exemple. Je vais te citer un exemple. Hier, il fallait signer une autorisation pour Amine pour qu'il aille faire du sport. Amine, c'est qui? Mon fils. D'accord. Sa mère ne pouvait pas la signer. Alors qu'elle a le droit. Voilà. Donc, elle a le droit. Donc, c'est le rapport à la loi. Il faut que le pays rentre dans la loi. C'est la société qui n'est pas progressiste. C'est la société qui est en retard. Les responsables, le président. Écoutez, vous voulez... le président fonctionne en dehors de la Constitution. Pourquoi voulez-vous que des lois qu'il promulgue fassent avancer la société? Puisque lui, il est en dehors de la Constitution. Ça ne peut pas marcher. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est ça. Voilà. Et, juste pour nuancer quand même, ce sont des lois qui ne font... cet amendement au code pénal, ce n'est pas l'équilibre des pouvoirs qui est en jeu. C'est-à-dire, et à ce moment-là, c'est une gestion qui va se faire au quotidien dans les tribunaux avec des avocats et des avocates qui vont se battre quand ils auront des cas. Et c'est comme ça que ces choses-là peuvent avancer en attendant que le pays, je suis d'accord, en attendant que le pays rentre dans la loi. La question de représentativité, c'est-à-dire la représentativité féminine, aussi bien dans la vie politique que dans la vie sociale. Maintenant, il y a quelque chose dont on ne parle pas. Effectivement, il n'y a pas d'ONG, il y a de vieux mouvements féministes qui ont travaillé sur ces... Mais ils sont... Qui sont très actifs. Hein, oui, voilà, il faut leur rendre hommage, mais ils sont ultra minoritaires, c'est-à-dire leur voix ne porte pas, il faut le dire. Alors elle porte bien, parce que... Voilà, oui, non, mais c'est pour ça qu'on s'interroge. Moi, j'ai en tête comme ça, au passage, le réseau Wessila, elles font un travail extraordinaire. Oui, mais en même temps, on néglige un aspect, c'est-à-dire que maintenant, il y a une tendance lourde de féminisation, c'est-à-dire qu'il se passe aussi bien dans le système éducatif que dans l'obtention des diplômes, que dans les emplois. Donc à partir de là, on répond aussi à non seulement une catégorie qui était avant muette, et qui actuellement est en train de devenir un peu la locomotive de la société. Oui. Donc à partir de là, il y a aussi ce souci-là à combler. Oui. Moi, je continue à penser que... Et je persiste que ce sera très difficile d'appliquer ces lois sur le terrain. Je suis d'accord avec Hersen quand il dit que c'est une avancée juridique importante. Encore un dérapage, on dit qu'il y a une avancée juridique en Algérie, c'est clair. Mais que ça va être très difficile à appliquer dans une société profondément conservatrice. Des députés du MSP, dans l'hémicycle de la PN, qui ont dénoncé cette loi, avaient appelé les hommes et les maris à ne pas la respecter, à ne pas l'appliquer. Et ils ont dit qu'elle ne serait pas appliquée. Donc la bataille... La bataille qui commence maintenant, effectivement, c'est la bataille de la loi. C'est entrer dans la loi. C'est ça. Juste un petit détail très important. En Tunisie, on peut dire qu'en Tunisie, actuellement, le souci des ONG de féministes tunisiennes, c'est de la dénonciation. C'est-à-dire les lois existent, les textes de mise d'application. Il y a un courant libéral féminin très fort en Tunisie. Mais actuellement... Ce qui les inquiète le plus, c'est que, par exemple, la violence conjugale, les viols non déclarés qui existent dans les familles tunisiennes et qui sont de plus en plus fréquents, surtout avec cette islamisation, et qui ne sont pas dénoncés. Attention, c'est-à-dire... Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est l'islamisation. Ça existait déjà avant. Aujourd'hui, il y a une apparence politique qui sort. Par contre, je dois quand même
dire au risque de... J'insiste, j'aurais aimé quand même que le RCD et les démocrates de la CNLTD disent quelque chose sur ce sujet. Et je ne laisse pas le MSP... Le RCD a fait plusieurs textes. Le problème, c'est que le RCD devient de plus en plus inaudible. Mais j'ai lu des déclarations du RCD, de Mohsen Belabbas, mais le RCD est devenu inaudible. C'est un autre problème. Super présent. En gros, ils ont rappelé la position classique de ce type de mouvement, qui est l'abrogation du Code de la famille, qui n'est pas basé sur le principe de l'égalité. Ce sont les seuls qu'on a entendus sur le sol. Le caractère archaïque, plus archaïque de la société algérienne par rapport à son cadre juridique. Est-ce que c'est toujours vrai ? C'est une vraie question. Moi, j'ai reçu hier Madame Soumia Salhi, militante féministe, qui était à la tête de la commission femmes de l'UGTA pendant très longtemps et qui était un peu derrière la loi qui a pénalisé le harcèlement sexuel au travail. Oui. Et aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle travaillait sur une étude pour essayer d'évaluer le retour d'expérience. C'est une loi qui a fait bouger beaucoup les choses sur le lieu de travail. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne peuvent pas accéder aux responsabilités parce qu'il y a ce problème-là, parce qu'il y a un chantage de ce type-là, qui utilise ce cadre juridique pour essayer pour se protéger. Et il y a eu d'ailleurs un grand procès dans le secteur public de l'audiovisuel, c'est le seul qui existait à l'époque, sur une affaire et les femmes ont gagné. Les femmes ont gagné. Donc, de harcèlement. Hein? Audiovisuel et presse écrite. C'est tout le problème, Hussein. Là est tout le problème. Tu as dit que cette loi a beaucoup fait évoluer les choses. Mais tu es dans le microcosme, tu parles du microcosme. À Ain Defla, cette loi n'existe pas. Moi, je vais à Ain Defla cet après-midi, je dois tenir compte de mon électorat. Cette loi n'est pas arrivée à Ain Defla. Non, on te rassure, peut-être pas aussi à Alger, donc, dans beaucoup de milieux. Il faut se rendre compte que ces débats, leurs effets, sont extrêmement limités à des cercles très limités. Si je peux me permettre. C'est-à-dire là où il faut atténuer quand même. Tu vas à l'université, ce sont déjà les femmes qui sont majoritaires. Tu vas dans plein de professions qui sont influentes, qui vont peser, où les femmes sont de plus en plus présentes. Alors des lois... C'est ça qui va faire que ces lois serviront à quelque chose. Alors des lois qui protègent les femmes, c'est pas sûr que ça n'agisse pas sur la société. Les parents, les frères, les grands frères, les parents sont plus tranquillisés, étaient plus tranquillisés quand il y a eu cette loi sur le harcèlement, parce qu'on peut laisser partir travailler son épouse ou sa fille en se disant qu'elle a des moyens de se défendre au travail, et donc ça peut changer, y compris en profondeur et dans la durée, les rapports de force sociaux, et faire en sorte qu'à Ain Defla, il y ait plus de... Moi, je fais beaucoup plus confiance à la scolarisation massive, à la présence massive des filles à l'université, pour que ça puisse avoir de l'effet que ces lois qui, je persiste, ne servent pas à grand-chose. Alors, il faudra certainement dans la conjoncture d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles sont pas bonnes. Tu as bien dit, c'est une avancée juridique. Oui, c'est une avancée. Sur le reste, j'ai beaucoup je suis très sceptique. Concrètement, il faut attendre les premières comparutions au tribunal de gens qui sont auteurs d'agressions verbales contre les femmes. Voilà. Ça c'est intéressant. Attendez, moi, tu as parlé tout à l'heure de l'aspect de la réaction du RCD, de tout ça, mais il y a au moins une chose, avouez-le, on a bien vu les femmes à l'Assemblée être solidaires, qu'elles soient du PT, qu'elles soient du RCD, du FFS, qu'elles soient du FLN, du RND. Alors, il y a eu ce minima, les femmes ont été solidaires. Pourtant, tu parlais d'une conjoncture politique. On s'interroge sur la position du MSP, on s'interroge sur ces visées, les visées du MSP, en faisant des déclarations comme ça, en allant aussi loin dans ces positions. Solidaire, mais peut-être pas tout à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai entendu Maître Ben Brahim expliquer que la loi Maître Ben Brahim expliquait, avocate, qui expliquait que la loi qui a été proposée, donc qui pénalise, qui renforce le dispositif pénal dans les cas des violences faites aux femmes, dans le cadre conjugal, que c'était inspiré
par un agenda étranger, que ça ne tenait pas compte des réalités algériennes, que ça risquait de casser la famille, que ça ne tenait pas compte suffisamment de la possibilité d'arranger les choses autrement, notamment avec le pardon, et qu'il y avait d'autres cours, et elle a tenu un discours qui... Oui, bon, mais je parlais des politiques, des femmes politiques, du FLN, du RND, de toutes ces femmes qui font partie On va attendre de voir pour la suite. D'un front contre un autre, là on est quand même sur la question du divorce, ça peut être plus compliqué. Alors, si tu parles du politique, je suis quand même en droit de me demander qu'est-ce qui a changé au gouvernement pour qu'il promulgue cette loi. Il a les mêmes pratiques, le gouvernement a les mêmes pratiques. Il n'y a pas d'avancée démocratique dans le pays. Il n'y a pas une lumière qui est tombée du ciel pour que les gens deviennent plus intelligents. Et du coup, du jour au lendemain, on a eu ça. Moi, je persiste à dire que c'est un souci de séduction de franges de l'opinion. Et quand Ben Brahim dit agenda étranger, peut-être que c'est trop brutal, mais c'est une manière de séduire une opinion étrangère qui est très sensible à ce thème-là. Pour aller dans le sillage de Abed Sharif, pour dire que c'est le même gouvernement, les indiscrétions disent que Mounia Meslem, la ministre chargée de la famille, a appris l'information de l'amendement du Code de la famille lorsque le Conseil du Président l'a dit dans son discours le 8 mars. Bon, ben ça t'étonne? Ça t'a étonné? Absolument pas, mais je le dis seulement. Est-ce que vous pensez que la sortie de Mokri, par exemple, va avoir une conséquence sur la CNLTD? À mon avis, non. Hein. Mais c'est quand même une bonne partie de la population. À mon avis, tous les partenaires de la CNLTD ne veulent pas que... Mais j'aurais aimé quand même qu'on entende un peu plus les voix des autres que celle de Bakari, qui est totalement rétrograde, à mon avis. Le problème, c'est la suite. C'est-à-dire que ça continue, là, avec cette commission ad hoc qui va être installée pour aménager les dispositifs du Code de la famille en rapport avec le divorce. Si ça va dans le sens du renforcement des droits des femmes, là aussi, et apparemment c'est la tendance que ça prend, et il peut y avoir encore... C'est clivant au sein de l'opposition, c'est clivant. Sur ce point, il y a quand même quelque chose qui est très gênant sur cette question qui est très délicate. En gros, la société est plutôt contre une avancée réelle de la loi sur la famille. Les hommes ou la société? La société algérienne, y compris les femmes. Je suis désolé, en Algérie, la société n'est pas très moderne. Les pratiques sociales, y compris chez les femmes, c'est pas très moderne. Il y a eu je dis pas islamisation, une shariaisation au sens la plus traditionnelle de la société qui fait que les femmes sont entrées dans ce moule-là. Et si on va vers un système, si on fait un référendum sur un code de la famille, on a beaucoup plus de chances d'avoir un code salafiste qu'un code équilibré. Le code actuel sera refusé par la société. Il faut s'en rendre compte. Donc voilà, c'est... Il a raison sur le point de vue, sur l'aspect de quelle est la composante sociologique maintenant. Mais il y a aussi un aspect, quand on parle de réforme, on parle d'imposer quelque chose. Bourguiba, en 56, j'imagine pas que la société tunisienne de 56 soit autant évoluée. Oui. Il y avait une paysannerie très forte, etc. Donc à partir de là, conservatrice, et c'est pas parce que aussi on n'entendait pas des voix, parce qu'à l'époque, il y a eu un contrôle du mouvement islamiste, une main de fer contre eux qui ne laissait pas s'exprimer sur ces questions de société. Ça ne veut pas dire que la société tunisienne n'était pas travaillée par ces débats-là. Donc à partir de là, une réforme, ça s'impose. C'est-à-dire, j'allais dire... Il faut l'assumer. Faut-il l'assumer encore? Pour simplifier, c'est comme... Il y a une disposition dans le dispositif légal algérien qui n'est pas suffisamment évoquée, c'est le contrat civil, contrat de mariage civil, qui est possible. Aujourd'hui, de jeunes universitaires qui se marient, enfin des universitaires qui ont un certain niveau, peuvent choisir d'aller devant le notaire et de faire un contrat civil qui règle leur vie de couple de manière civile. Mais ce n'est pas suffisamment dit. Je ne sais pas si c'est légal. C'est légal, c'est tout à fait légal. Ce n'est pas suffisamment utilisé. Moi, je sais que ce que prônait Houssine Zahouane à un moment donné, et donc il prônait carrément, il appelait ça l'optionnalité. Donc on a un choix, soit on fait un mariage religieux, soit on fait un mariage civil. Le problème, c'est qu'on risque dans ce cas
d'avoir une frange de la société, disons, qui est la plus moderne, qui est la plus avancée, qui va vers le mariage civil, et le reste, c'est-à-dire les femmes les plus vulnérables qui vont faire le choix. Pas forcément. Non, pas forcément. Oui, pas forcément, mais elles peuvent voir leur, comment on dit, pas congénères, les femmes qui choisissent le contrat civil, voir qu'elles s'en sortent mieux quand il y a un divorce, etc. Et puis finir par opter pour cela. La famille aussi va pousser pour cela. En fait, le tout, c'est de dire qu'il faut assumer. Ça ne suffit pas de faire des mots, mais il faut les assumer encore. Voilà, et sans doute que les politiques, que le président ne les assume pas. Mais on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors que c'est une vraie avancée moderne de choisir un contrat civil. C'est un débat sur lequel ce n'est pas noir ou blanc. C'est très complexe, c'est très ambigu, il faut pousser. Pour ça que si on revient à l'histoire de l'Algérie récente, à mon avis, la scolarisation de masse et l'accès massif des filles au travail est l'élément central qui va faire évoluer les mœurs et ensuite la loi. Et comme les gens fonctionnent, ça c'est de la vie privée, hein, c'est le fonctionnement privé des gens. La loi n'a pas beaucoup d'influence, sauf en cas de conflit. Cherif, tu as raison. Par contre, ce qu'on ne souligne pas, c'est que ce sont des questions de politique. Quand des hommes politiques s'expriment sur ça, il faut montrer qu'ils disent ça, que ce type-là est un réactionnaire et qu'il est hostile aux femmes et qu'il radote. Oui. Il faut le dire. Que le débat entre politiques, parce que si la réforme se fait, c'est entre les hommes politiques. Ça se passe à ce niveau. La société, ce sera nécessairement dans l'inertie. Assume tes responsabilités. C'est toi qui as dit un jour que Moukri était un type intéressant. Ça, c'est vrai. J'avoue. L'un n'empêche pas l'autre, non? Tu regrettes? Je commence à douter. Il a été très décevant sur ce dossier. Ouais. Très Ouais. décevant. Et il a surtout des tas de femmes sur le dos maintenant. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure de savoir si la adore, CNLTD. il adore, ça il adore. Si ça... non, si ça n'avait pas une influence, ça n'allait pas avoir une influence sur la CNLTD. Mais moi, Bon, est-ce que je peux poser une question? Est-ce que M. Moukri est dans son rôle de chef de parti islamiste ou est-ce que vous vous attendiez à des positions révolutionnaires de sa part? On a pris l'habitude d'écouter Rennouchi et Voilà. Nada en Tunisie, donc Non, on s'est un peu endormi on s'interroge. sur le modernisme des islamistes tunisiens. Oui, mais voilà. peut-être qu'on s'interroge uniquement sur l'opportunité d'une telle déclaration maintenant. Tu te rappelles que moi je dis que Nahda est un parti qui a changé de monde sur ce terrain-là. Et donc il me reste à poser une question à Souila Brali. Madame, que pensez-vous de cette loi? Est-ce que votre point de vue sur le président Bouteflika a changé avec cette loi? Bon, ben, Attention au dérapage. c'est fini, on se retrouve dans un petit moment. À tout de suite.